Alors on enchaîne cette session sur les territoires avec un sujet sur la réindustrialisation verte des territoires, une table ronde, un échange Oui. qu'on a intitulé «Pourquoi et comment réindustrialiser la France dans la perspective de 2050». Donc j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Luanzi pour parler de ça. Vous êtes ancien délégué au territoire d'industrie, chargé d'une réflexion sur l'avenir de nos politiques industrielles, professeur de chaire au CNAM, sur la transition énergétique de l'énergie et auteur d'un livre-rapport « Réindustrialiser le défi d'une génération ». Et on va commencer peut-être par la première partie de l'intitulé de la table ronde, à savoir « Pourquoi réindustrialiser la France ?» D'abord, merci beaucoup. J'ai l'habitude de dire qu'on ne réindustrialise pas pour réindustrialiser, juste pour mettre des usines, pour faire des milliards d'euros de valeur ajoutée en plus dans la création de richesses. L'industrie, c'est d'abord un ensemble de savoir-faire qui permet de transformer de la matière avec de l'énergie, si on le dit de manière très simple, et qui doit s'insérer dans un projet de société. Donc quand on a voulu une société de consommation, voire de consommation de masse, on a fait un outil productif de production de masse qui avait peu de respect pour l'environnement. Et maintenant, on est en train de passer dans ce qu'on appelle un monde d'après. Je trouve que le terme est assez explicite. Ça veut dire qu'il dit qu'on ne sait pas exactement quel est le modèle de société qu'on est en train de construire, mais il y a au moins trois valeurs, trois éléments. Après, en fonction de nos sensibilités les uns les autres, on les ordonne un peu comme on veut, mais il y a au moins trois éléments qu'on voit de manière récurrente dans ce monde d'après. Le premier, c'est la question de retrouver la maîtrise de notre destin, ce qu'on appelle la souveraineté, c'est-à-dire être capable d'être moins dépendant ou d'avoir des dépendances qui sont choisies. Et la réindustrialisation, on l'a vu avec le Covid, est un moyen, c'est un outil pour retrouver cette souveraineté. Ce qu'on a vu avec le Covid, c'était que le manque d'industrie nous mettait dans une situation la preuve de dépendance. par le contraire, on dira. Exactement. Et puis, il y a une deuxième constante dans tous les projets de société qu'on peut avoir à l'horizon 2050 ou avant ou après, c'est la question de notre empreinte environnementale. 6 des 9 limites planétaires dépassées. Et réindustrialiser, ça permet de maîtriser cette empreinte et donc de pouvoir la réduire. Je vais juste donner un exemple. 50% de notre empreinte carbone est importée. C'est les biens qu'on achète. Donc nous n'avons en fait aucune influence, aucune maîtrise de cette empreinte carbone. Réindustrialiser permet de récupérer cette maîtrise et de réduire. Je vais donner un autre exemple. Si nous produisions en France l'ensemble des médicaments que nous consommons, nous réduirions leur empreinte carbone de 50%. Alors ce 50%, il est vrai pour la pharma, mais dans chacun des secteurs, il peut être un peu différent. Mais c'est un bon ordre de grandeur. Et puis un troisième sujet, pour lequel il faut... C'est pas le moins important. Alors après, c'est moi mon choix. Encore une fois, c'est une question de sensibilité personnelle. C'est que réindustrialiser, ça permet de distribuer différemment la création de richesses. On a eu un modèle économique fondé sur le tertiaire qui a concentré la richesse dans les métropoles. La France est la championne de l'OCDE de la concentration de richesse dans les métropoles. Et c'est une des conséquences de notre désindustrialisation. Alors, quand on est un territoire, certes, on peut être une station de ski, on en a parlé il y a quelques temps, exact. Une station sur le littoral, on en a parlé aussi, un lieu comme certains territoires du Lot où on accueille des retraités ou des étrangers avec un fort pouvoir d'achat, et il y a une économie qu'on appelle résidentielle, mais la plupart des 200 territoires français, eux, n'ont pas cette chance-là. Et en fait, l'un des outils, je dirais presque l'outil, pas unique, mais principal pour redévelopper de la création endogène de richesse, de la valeur ajoutée, des bons jobs, de l'inclusion, il se trouve que c'est l'industrie et c'est un facteur de cohésion sociale et territoriale. Voilà. Donc quand on réindustrialise, on pense souvent usine, fumée, grande cheminée. En fait, la finalité de la réindustrialisation aujourd'hui et à l'horizon 2035, c'est la souveraineté, la réduction de notre empreinte environnementale et une cohésion territoriale qui nous a échappé, on l'a vu à travers les Gilets jaunes. Alors, réindustrialiser et en plus dans une perspective de décarbonation que vous venez de citer, mais pas seulement, aussi par le choix des industries en question, c'est une ambition qui a été clairement affichée depuis quelques années. Aujourd'hui, c'est compliqué d'aborder ce sujet sans quand même... faire référence à l'actualité et aux plans sociaux, aux défections diverses et variées, aux défaillances d'entreprises, notamment dans ce secteur de la transition verte, écologique. Quel est votre constat sur ce sujet et à votre avis, comment on en est arrivé là ?
Alors le constat, je pense qu'on le fait tous, hein. Il est évident, il est dans les médias, il est quasiment quotidien. Je vais essayer de prendre un peu de recul puisque vous nous proposez de nous projeter à 2050. Le premier point de recul que je voudrais prendre, c'est que ce que je vous dis sur la réindustrialisation, en fait, il y a eu une prise de conscience collective. Ça fait 15 ans qu'on veut réindustrialiser. La réalité, c'est que collectivement, même avant la crise qu'on connaît aujourd'hui, on n'a pas réussi à le faire. On était sur au mieux un faux plat. Il y a eu des années où on disait même sur un printemps de la réindustrialisation, mais on n'a pas réussi à le faire. Et l'une des raisons fondamentales, c'est que je pense que collectivement, on l'avait intellectualisé, mais on n'avait pas vraiment envie. Et avec ce qui s'est passé, les gilets jaunes, le Covid, la guerre en Ukraine, collectivement, il y a une envie de réindustrialiser. Encore une fois, pas pour planter des usines et faire des milliards d'euros de chiffre d'affaires, en tous les cas pas seulement, mais aussi pour cette souveraineté, pour cette réduction d'empreinte environnementale et pour cette cohésion territoriale. Et ça, c'est un phénomène qu'on peut dater de 2022, pour moi, cette envie collective de réindustrialiser, alors avec des plus et des moins, mais elle est récente. Et donc ça, c'est un phénomène, je dirais, d'espérance. Certes, on n'est pas sur la trajectoire qu'on aurait pu espérer, que j'ai pu espérer. Aujourd'hui, l'industrie, c'est quel pourcentage du PIB en fait? C'est très faible. Juste alors, on est à 10% du PIB. Ça ne veut pas dire grand-chose, je suppose, aux gens qui nous écoutent. Mais juste, il faut comparer dans ces cas-là. Nous, on est à 10% de notre création de richesse. La moyenne européenne, c'est 15 ou 16%. L'Allemagne, c'est autour de 19-20%. On est à la hauteur de la Grèce. Dans l'Union européenne, les seuls pays qui sont derrière nous sur cet indicateur-là, c'est Chypre, Malte et Luxembourg. Juste pour donner un peu une image de notre... Je me suis fait reprendre sur cette image-là récemment en disant, j'ai rien contre ces économies-là, mais juste ça nous permet d'avoir une image sur notre puissance, entre guillemets, industrielle. Et on avait l'objectif en 10 ans de rejoindre la moyenne européenne. Ce ne sera pas possible, ça prendra plus de temps, même si on se mobilise. Et c'est pour ça que j'ai publié ce livre-rapport qui s'appelle « Réindustrialiser le défi d'une génération », parce que pour rejoindre la moyenne européenne, il faudra à peu près 20 ans. On va revenir à ce qu'il faudrait pour la rejoindre ou ce qu'il faudra pour la rejoindre. Pour revenir un peu brièvement sur le constat, on voit qu'il y a les gigafactories qui ne se portent pas très bien aujourd'hui, mais en partie parce qu'il y a un phénomène de folie des grandeurs quand même. Il y a une surcapacité par rapport aux besoins réels de l'Europe au niveau européen. Et puis à l'autre, en plus ces gigafactories, elles ont une valeur symbolique. Pour certaines d'entre elles, beaucoup d'argent public qui a été mobilisé. Et puis à l'autre bout de la chaîne, il y a aussi les start-up qui ont des problèmes de financement aujourd'hui. Donc c'est un peu d'un bout à l'autre de la chaîne des industries vertes, je reste là-dessus, mais c'est pas propre à ces industries-là, mais enfin, en l'occurrence, ça les frappe aussi. Les gigafactories, c'est que dans les industries vertes aujourd'hui. Alors elles sont beaucoup. Il y a aussi des gigafactories de puces électroniques qui sont on va dire dans la souveraineté, mais essentiellement dans l'industrie verte. Alors oui, ce qui est en train de se passer va être un peu un tremblement de terre, mais qui était prévisible, hélas. Sur nos politiques industrielles. C'est l'une des raisons pour lesquelles le rapport que j'ai remis n'a pas été officiellement publié, que j'en ai fait un bouquin. On a plusieurs segments dans nos types d'industrie. Vous avez la start-up, pari extrêmement risqué sur l'avenir. Aujourd'hui, une start-up sur 2, industrielle ou pas, n'a pas de perspective de financement à 6 mois. Et dans le contexte actuel, on voit un petit peu ce que ça pourrait leur dire. Les gigafactories. Gigafactory, c'est des cathédrales. C'était un symbole de notre réindustrialisation, ça le reste. Sauf que c'est des géants au pied d'argile. Et une cathédrale qui s'effondre, comme on va sans doute en avoir certaines, ça va véritablement nous interroger collectivement sur notre capacité à réindustrialiser. Et dans toute cette politique qu'on a eue depuis quelques années, d'abord la Startup Nation, puis après ces gigafactories, encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Il faut le faire. C'est des risques à prendre. Mais on a un peu mis tous nos œufs dans le même panier. On a mis tout notre discours politique de réindustrialisation là-dessus. On a mis 80 à 90% des moyens publics
sur ces objets industriels-là, alors que les 2/3 de notre potentiel de réindustrialisation est dans le tissu des PMI et des ETI. Voilà. Si seulement les PMI et les ETI ancrés dans les territoires réussissaient à faire leurs projets de développement, d'investissement, de réduction d'énergie et donc de réduction d'émissions de carbone, de nouveaux produits qui répondent mieux aux attentes de la société, nous avons là un potentiel qui est les 2/3 de notre trajectoire de réindustrialisation. C'est juste une sorte... Alors, on a appelé le potentiel caché des territoires, une forme d'impensé collectif où on s'est précipité dans ces objets qui étaient assez bling-bling, hype, la Startup Nation, les Gigafactory. Encore une fois, il faut le faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il faut rééquilibrer nos efforts, nos politiques, nos discours, et notamment sur ce rôle du territoire. Une industrie, 40% des facteurs de succès d'un site industriel sont liés à son territoire. C'est la formation, c'est le foncier, c'est la bonne relation avec les habitants, c'est la bonne relation avec les élus, c'est la bonne entente entre les entreprises qui se donnent des coups de main sur un même territoire. Voilà, ça fait 40% des succès et c'est un impensé de nos politiques, alors jusqu'en 2019, jusqu'à territoire d'industrie, mais même après, ce n'est pas quelque chose qu'on a mis suffisamment en avant. Et puis, un dernier point, on a des grands groupes en France. Ils sont fantastiques, c'est nos héros, c'est vraiment des réussites industrielles, vous en avez tous en tête. Le jour où ces grands groupes reprendront, je dirais, goût à l'ancrage territorial, à ce moment-là, notre réindustrialisation sera gagnée. Mais ils sont devenus tellement internationaux que leur attachement, je dirais même national et au territoire dans lequel ils sont devenus très très faibles. Prenez juste un indicateur. Allez voir un directeur d'un site, d'un de nos grands groupes, d'un de nos fleurons, et demandez-lui si dans son bonus formel ou informel, il y a un tout petit pourcentage pour son investissement dans le territoire dans lequel il est implanté. 0. Ça n'existe pas. L'ancrage territorial qui fait 40% des facteurs de succès d'un site industriel n'est pas reflété dans la politique et la gouvernance de ces grands groupes. Pour moi, c'est un défi, c'est une incompréhension. Mais voilà, par exemple, un autre facteur qui nous permettrait de retrouver ce chemin. Alors, comme il nous reste 3 minutes, pour concrétiser en fait ce potentiel des PMI, ETI, vous dites c'est le potentiel de réindustrialisation, quels sont les leviers sur lesquels il faudrait agir? Alors, je crois que vous tenez au foncier, mais c'est en voie d'évolution. Je ne sais pas si ça évolue dans le sens que vous souhaiteriez. La fiscalité, c'est à la fois les freins et donc les leviers sur lesquels on pourrait agir. Les prix de l'énergie, mais il y a aussi peut-être le rôle de la commande publique et la mobilisation de l'argent privé. Tout ça, c'est des leviers à actionner en 2 minutes 30. Alors, il y en a plein et je vais dépasser le temps, donc je vais essayer de faire une sélection et puis aussi de donner une perspective. Je vais en prendre que 2 vu le sujet qui nous anime ici. Le premier, c'est le foncier. Alors, on est l'un des pays les moins denses d'Europe. On s'est doté des règles les plus strictes sur le zéro artificialisation nette. Ce qu'on a démontré, c'est qu'on pouvait faire et notre réindustrialisation et le zéro artificialisation nette en même temps, que ce n'était pas incompatible, mais pas avec les règles qu'on a. Et là, le Premier ministre, en tous les cas jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à demain, nous a indiqué vouloir exempter les sites industriels des règles du zéro artificialisation nette. Alors ça va dans le bon sens Non, je suis plutôt de fibre, je dirais de l'industrie, c'est mon parcours, etc. Mais non, si vous voulez faire une réindustrialisation, elle doit être décarbonée, elle doit être respectueuse de la biodiversité. C'est indispensable. Si on ne le fait pas, on va perdre le soutien d'une partie significative de la population pour laquelle, dans l'ordre des valeurs que j'ai indiquées, c'est quelque chose de très important pour eux. Encore une fois, même si moi, je peux être plus relatif dessus. Et si on n'a pas un consensus suffisamment large en France pour faire cette réindustrialisation, on ne le fera pas. Donc, une réindustrialisation demain qui n'est pas décarbonée, qui n'est pas respectueuse de la biodiversité, c'est une impasse. C'est aussi simple que ça. Et je trouve que l'annonce qui a été faite est à la fois un espèce d'appel du pied politique, mais aussi une balle dans le pied de la réindustrialisation. Je me souviens d'un déjeuner que j'avais eu à la préfecture de Laval. On avait discuté du sujet avec des industriels. Et ils me disaient, nous, notre peur fondamentale, c'est de revenir dans cette image du méchant industriel qui plante des usines, qui s'assoit sur
les espaces naturels, etc. Ça, on n'en veut plus parce que à terme, peut-être qu'à court terme, on va gagner 100 000 euros de terrain, 50 000 euros de dossier à moins en faire. Mais à long terme, si on a cette image-là, on ne pourra pas se développer. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième sujet, c'est sur l'énergie. Alors, je vais essayer de passer sur le sujet du nucléaire, qui est un sujet encore un peu polémique en France. Mais si on veut réindustrialiser, si on veut décarboner, on a besoin d'électrifier, avec de l'électricité, décarboner notre industrie. C'est le chemin principal. Et quand on a la possibilité d'avoir une électricité qui est pas chère en coût de production, mais qu'on la vend au même prix que de l'électricité carbonée produite avec du gaz, il y a vraiment un problème de cohérence de notre prix de l'électricité. On met au pinacle le marché de l'électricité, qui fait qu'il y a un prix unique. Marché européen. Européen, qui a un prix unique, que ce soit l'électricité décarbonée ou que ce soit de l'électricité carbonée. Il y a quelque chose qui ne va pas, surtout qu'en France, vu notre situation économique, et je ne vous fais pas de dessin, c'est sans doute le dernier avantage compétitif qu'on peut avoir pour refaire une industrie et en plus la décarboner, et l'économique et l'environnement en même temps. Et on ne s'offre pas cette possibilité, c'est un de mes sujets de bataille. Eh bien, ce sera le dernier dont vous aurez pu parler ce soir, cet après-midi, parce que notre temps imparti est écoulé. Merci beaucoup, Olivier Luanzi. Merci à vous. très bientôt et merci pour toutes vos participations aux événements de la Tribune.